Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Havard et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Eureka, j'espère que vous allez bien. Ne m'en voulez pas, mais j'ai décidé de vous proposer aujourd'hui un épisode sur un thème pour lequel vous n'avez pas voté contrairement à l'habitude. Et la raison est simple, j'ai fini par être plus rapide que vous et tourné et sorti tous les épisodes sur des thèmes pour lesquels vous aviez voté. Et si je décidais de tourner une vidéo sur un thème que vous avez choisi, ça ramènerait une thématique déjà pas mal abordée sur la chaîne et on risquerait d'en oublier les autres ou même de tourner en rond. Tout ça peut vouloir dire deux choses, soit que vous aimez vraiment deux ou trois thèmes plus que les autres, soit que les autres ne vous plaisent pas ou tout simplement qu'il y en a trop. Mais ce qui est top avec Eureka, c'est qu'on construit cette chaîne ensemble. Alors si certains des thèmes proposés vous plaisent moins, faites-le moi savoir en commentaire et je les enlève. J'ai encore énormément de sujets à traiter et d'idées de thèmes à vous proposer si on décidait de rester sur une grille de 10 thèmes, mais on pourrait aussi décider ensemble de passer à 5 ou 6 thèmes pour un meilleur turnover. Je me permets juste de dire que entre le moment où on a écrit cet épisode et le moment où on le tourne, on a eu des votes pour ce thème. Ben voilà, encore mieux du coup. Et tu gardes quand même toute l'intro hyper longue? Bref, aujourd'hui nous allons nous plonger dans un thème que nous n'avons pas encore abordé en standalone, celui des personnages célèbres. En quoi? Il veut dire qu'on a déjà parlé de personnages célèbres, mais sans jamais consacrer un épisode à part entière au thème. Ok, bah pourquoi il dit pas ça directement? Je peux continuer ? Et nous avons l'embarras du choix. On pourrait parler d'une reine, d'un philosophe, d'une actrice, mais pour cet épisode, j'ai décidé de vous parler d'une des énigmes les plus fascinantes de l'histoire de France, l'homme au masque de fer. Dans cet épisode, nous allons tenter de découvrir qui était cet homme mystérieux, pourquoi a-t-il passé une grande partie de sa vie en prison et derrière un masque, et comment son histoire a-t-elle traversé les âges pour devenir une légende. On va explorer les faits historiques, mais aussi les théories et les mystères qui entourent son identité, et bien sûr, on va se plonger dans un des films qui lui rend hommage, celui de 1998. Allez, bienvenue pour un nouvel épisode, c'est parti et bonne vidéo! Notre histoire commence au XVIIe siècle en France, sous le règne de Louis XIV, le roi Soleil. Ce souverain absolu exerce un contrôle rigoureux sur le royaume et ses sujets, y compris ceux qu'il considère comme une menace. Parmi les outils de son pouvoir, les prisons d'État, comme la Bastille, jouent un rôle crucial. Ces lieux, souvent entourés de mystères, accueillent des prisonniers dont les noms et les histoires sont parfois effacés des archives. C'est le 30 avril 1698 qu'apparaît publiquement et pour la première fois un prisonnier particulier, un homme sous la garde stricte de Bénigne d'Auvergne de Saint-Mars, alors gouverneur de la prison de la Bastille et d'autres prisons auparavant. Ce prisonnier, écroué sous le nom d'Eustache d'Auger, est transféré à plusieurs reprises, toujours dans des conditions de sécurité extrêmes. Ce qui le distingue des autres, c'est un masque, supposément de fer, qu'il doit porter en permanence pour cacher son visage. Et là, on va devoir parler du rôle de Voltaire dans toute cette histoire, même si on y reviendra plus tard en détail dans cette vidéo. À la base, la légende raconte que le prisonnier ne devait montrer son visage sous aucun prétexte, que ce soit à ses geôliers, à ses éventuels visiteurs, pendant ses prières lorsqu'il rejoint la Bastille, ou même lors de son transfert vers d'autres prisons. Mais on parle à l'époque d'un masque fait de velours noir. Le masque de fer, qui donnera son nom à l'homme et à son histoire, est une invention de Voltaire, qui fera de cet antagoniste un symbole de l'absolutisme monarchique. Mais j'anticipe un peu, revenons aux faits. Nous sommes en 1669 où le sergent-major de la ville de Dunkerque, un certain Vauroy, reçoit un mandat d'arrestation le 19 juillet à l'encontre d'un homme, Eustache d'Auger, qui sera appréhendé près de Calais et incarcéré le 24 août de la même année. La lettre, signée de la main de Louis XIV, ordonne de le conduire en toute sûreté dans la citadelle de Pignerol, en Italie, dans l'actuel Piémont, pour être gardé par les soins du capitaine de Saint-Mars. Pourquoi aller enfermer un prisonnier dans un autre pays? La ville de Pignerol appartient au Royaume d'Italie depuis sa création en 1861, mais avant ça, elle a appartenu au duché de Savoie ou à la France selon les périodes. C'est ça, entre 1631 et 1696, soit au moment où est écroué l'homme au masque de fer, Pignerol est une ville française. Et je pense qu'aller l'exiler aussi loin est une preuve supplémentaire de l'importance de ce prisonnier. Par contre, la lettre ne fait mention ni des motifs de cette arrestation, ni même de qui est cet homme ou de où pourrait-on le trouver.
De manière générale, cette opération sera nimbée d'un grand mystère et gardée secrète, connue seulement du roi, de Louvois, son ministre, et de Vaurois, le sergent-major auquel la lettre est destinée. D'ailleurs, dans le même temps, Louvois adresse également une lettre à Saint-Mars qui contient des indications précises et pour le coup assez étranges concernant la captivité du prisonnier. Celui-ci devra être complètement coupé du monde extérieur, ne devra jamais parler sous peine de mort d'autres sujets que de ses nécessités. Personne, y compris Saint-Mars, ne devra savoir d'où il vient, ni même quel est son secret. Et cette captivité va durer la bagatelle de 34 ans et ne sera conclue que par la mort du prisonnier le 19 novembre 1703. Elle commence donc à la citadelle de Pignerol de 1669 à 1681, puis au fort d'Exilles jusqu'en 1687, date à laquelle il est transféré vers le fort de l'île Sainte-Marguerite, qui fait partie des îles de Lérins, près de Cannes, sur la côte d'Azur. En 1698, il rejoint sa dernière demeure, la prison de la Bastille, à Paris. On pourrait croire que le secret autour de son identité serait révélé à sa mort, mais il n'en est rien. Lors de son décès, Eustache d'Auger est mentionné sur l'acte d'inhumation qui le concerne sous le nom de Marchioli. Marchioli? Comme vous voulez. D'abord enterré dans le cimetière Saint-Paul-des-Champs, dans le 4e arrondissement de Paris, ses ossements sont ensuite transférés vers les catacombes à la destruction du cimetière, mélangeant ses restes avec ceux de 6 millions de personnes. Et c'est un problème, parce que même si les techniques d'aujourd'hui nous permettraient de faire une analyse ADN, il est impossible de retrouver ces ossements dans la multitude. Selon le médecin légiste Philippe Charlier, il serait toutefois possible de retrouver une trace ADN dans les tuyaux d'évacuation des latrines de la cellule du prisonnier sur l'île Sainte-Marguerite. Des latrines? Des toilettes, si tu préfères. Ah, on peut connaître l'identité du masque de fer avec son caca? Le problème, pour mettre un terme à cette conversation excrémentielle, c'est que même si on retrouve son ADN, à quoi pourrait-on le comparer? Il existe bien des reliques des Bourbons comme les cœurs de Louis XIII et de Louis XIV qui sont conservés à la basilique Saint-Denis. Mais non seulement il serait en très mauvais état, peut-être trop pour effectuer un prélèvement ADN, mais en plus, les descendants de ces monarques refusent la moindre analyse sur ces reliques. Le mystère reste donc entier sur ce prisonnier qui a fait couler beaucoup d'encre durant des siècles, et cette encre a alimenté de nombreuses théories dont certaines ont trouvé plusieurs partisans. Il existe près de 50 candidats concernant la véritable identité de l'homme au masque de fer établi entre 1669 et 2005. Puisque la lettre originelle écrite par Louis XIV concerne un certain Eustache d'Auger, il est normal que l'histoire se soit d'abord intéressée à lui. À eux, en fait. Oui, ça c'est un premier point. Même si le nom n'est pas forcément des plus répandus, il peut être assimilé à plusieurs personnes, qu'elles aient existé ou non. Pour de nombreux historiens, ce pseudonyme aurait été attribué à plusieurs prisonniers dont on a voulu cacher la véritable identité. Mais pour l'auteur Maurice Duvivier, il pourrait s'agir d'un véritable patronyme. Après avoir effectué quelques recherches, il trouve la trace d'un certain François d'Auger de Cavois, capitaine de la garde des mousquetaires du cardinal de Richelieu, qui aurait eu 11 enfants, dont son troisième fils qui porte le nom d'Eustache et qui est né le 30 août 1637. Eustache, à la mort de son père et de son frère aîné, tombé au combat, devient le chef de famille et, toujours selon l'auteur, trempe dans des affaires un peu embarrassantes, à tel point que le roi aurait pu demander son arrestation. Le problème, c'est que cet Eustache d'Auger-là est déjà détenu à la prison Saint-Lazare de Paris en 1668 et qu'il s'y trouve encore en 1680. Il envoie même une lettre à l'une de ses sœurs en 1678 en se plaignant des conditions de sa captivité qui dure depuis près de 10 ans. Sauf qu'à cette date, l'homme au masque de fer est déjà emprisonné à Pignerol, sous la bonne garde de Saint-Mars, à plusieurs centaines de kilomètres de là. Il faut donc chercher un nouveau candidat ailleurs. Il existe des pistes qui nous mènent vers un diplomate italien, Ercole Antonio Mattioli, dont le nom, si vous vous rappelez bien, ressemble étrangement à celui inscrit sur l'acte d'inhumation du masque de fer. Mais celui-ci, qui a bien été emprisonné à Pignerol pour avoir trahi le roi, ne l'a été qu'en 1679, soit près de 10 ans après l'incarcération du masque de fer. On pourrait parler d'un de ses compagnons de cellule à Pignerol également, Nicolas Fouquet, accusé de concussion et de crime de lèse-majesté, mais encore une fois les dates ne collent pas. Celui-ci est emprisonné en 1661 et décédera pendant sa captivité en 1680 dans cette même prison. Au fil du temps, les pistes et hypothèses vont être de plus en plus nombreuses, preuve à l'appui ou pas. On voit l'homme au masque de fer comme un maréchal de France, un lord anglais, un simple valet ou même un parent du roi, piste qui sera suivie par de nombreuses personnes, même si le lien de parenté diffère selon la plume qui le décrit. Et cette théorie est intéressante parce qu'elle explique pourquoi il y aurait eu autant de secrets et de mystères concernant ce prisonnier.
Il faut dire qu'à l'époque, la France dispose d'un régime monarchique absolu. Le pouvoir repose donc entièrement sur l'héritage dynastique. Le roi est considéré comme le représentant de Dieu sur terre et toute question concernant sa lignée menace directement la stabilité de son règne. Imaginez les répercussions si un rival légitime au trône venait à être découvert. La France entière pourrait basculer dans le chaos. L'idée qu'un membre de la famille royale soit incarcéré, caché sous un masque, réduite au silence, fait sens. Effectivement, cela permettrait à Louis XIV de protéger son règne, de s'assurer que son autorité reste incontestée. Mais dans quelle mesure cette théorie est-elle envisageable ? L'historien Hugh Gross Williamson soutient en 1955 que l'homme au masque de fer est en réalité le propre père du roi Louis XIV. Cette théorie s'appuie sur le miracle qui entoure la naissance du roi. En effet, Louis XIII et sa femme, la reine Anne d'Autriche, ont longtemps été considérés comme incapables de concevoir. Pendant 23 ans, et malgré quelques fausses couches, la reine Anne d'Autriche aurait été incapable de mettre au monde un enfant. De plus, le couple était alors brouillé, et ce depuis 1620. En août 1637, la reine est même accusée d'entretenir une correspondance secrète avec l'Espagne, ennemie du royaume de France, et donc placée en résidence surveillée au palais du Louvre. Alors, l'éloignement de la reine, le couple au bord de la rupture et incapable de concevoir, ça aurait plutôt pas mal alimenté les rumeurs d'un adultère qui aurait donné naissance à Louis XIV. Pour faire bonne figure, le cardinal de Richelieu aurait ensuite organisé un partage de lit entre le roi et la reine qui, selon l'histoire, aurait permis la conception du petit Louis. Mais la théorie d'un adultère suggère que ce partage de lit, organisé par le cardinal de Richelieu, aurait été fait pour sauver les apparences et légitimer la grossesse de la reine. Il est ainsi facile à concevoir qu'à la naissance de l'héritier, le père biologique ait été caché à la vue de tous. Pourquoi pas sous un masque de fer ? Le problème avec cette théorie, c'est que le papa aurait eu, en plus de son masque supposé, une santé de fer. Louis XIV aurait été conçu en décembre 1637, ce qui suggère que le géniteur est au moins atteint la puberté à cette date. Et le masque de fer est mort en 1703. Même en étant optimiste, ça voudrait dire que le prisonnier, après une longue captivité et les conditions de vie qui vont avec, aurait vécu jusqu'à plus de 80 ans. Mais s'il n'est pas un père, il pourrait être un fils. Et c'est vrai que Louis XIV a eu pas mal de rejetons, qu'il soit légitime ou non. On lui connaît entre 16 et 17 enfants naturels, que ce soit avec sa première épouse, Marie-Thérèse d'Autriche, qui lui donnera 6 enfants dont un seul survivra, sa maîtresse, la duchesse de Lavallière, qui portera 4 enfants du roi, ou son autre maîtresse, la marquise de Montespan, sa préférée, qui accouchera de 7 de ses enfants. Le compte est bon. Oui, et encore, il faudrait y ajouter une fille illégitime née d'une mère anonyme, une autre fille avec Claude Devin, mademoiselle Desœillers, et 2 enfants mort-nés avec Angélique de Fontanges. Oui, et probablement d'autres, mais les preuves de l'existence de ces enfants ou de leur filiation avec le roi sont trop maigres, et de toute façon, toute cette progéniture n'a pas été légitimée par le roi. Ça veut dire qu'il n'avait aucune prétention au trône. Ah ok, un peu comme Jon Snow quoi. Oui, pour celles et ceux qui auront la ref. Tout ça pour dire qu'il serait facile de concevoir que l'un de ses fils illégitimes serait un sérieux prétendant au trône en cas de la mort prématurée des héritiers de Louis XIV, et pourrait expliquer pourquoi il aurait été enfermé à bonne distance du trône et caché sous un masque. Mais la théorie la plus connue est celle d'un frère de Louis XIV, un jumeau, un frère aîné ou même un demi-frère, cette dernière piste étant alimentée par les conditions miraculeuses de la naissance de Louis XIV dont nous avons parlé plus tôt. Le fait que la reine ait mis 23 ans à concevoir un héritier ne veut pas dire qu'elle est fautive de cette infécondité, ni même qu'elle n'a jamais eu d'enfant avant. Cette théorie du frère aîné ou du demi-frère est reprise par Pierre-Hubert Charpentier en 1790, qui le voit comme un enfant illégitime de la reine Anne d'Autriche et de Georges Villiers, le premier duc de Buckingham, et qui serait né vers 1626. À la mort de la reine, Louis XIV aurait fait emprisonner son frangin pour empêcher toute prétention au trône. Cette version aurait été divulguée par une maîtresse du fils de Louis, le ministre du roi. Et cette théorie colle presque, puisque la reine est morte en 1666 et que l'homme au masque de fer est emprisonné en 1669. La rumeur aurait été entendue par Voltaire, qui aurait choisi de taire le nom du duc de Buckingham pour proposer sa propre version avec son ouvrage Le siècle de Louis XIV, paru en 1754, et qui sera finalement la première mention de l'homme au masque de fer. Mais la piste qui a attiré le plus d'auteurs est celle du frère jumeau. Parmi les écrivains les plus célèbres à défendre cette théorie, on peut citer Victor Hugo, Alexandre Dumas, ou même plus récemment Marcel Pagnol, avec un essai paru en 1965 et sobrement intitulé Le masque de fer. Alors, la piste d'un jumeau est pas mal controversée, puisqu'à cette époque, les naissances des rois étaient réalisées sous les yeux de plusieurs témoins, principalement des personnages de la cour. Mais Marcel Pagnol souligne que dès la naissance de Louis XIV, le 5 septembre 1638 à 11h, le roi son père aurait immédiatement réuni toute sa cour à la chapelle du château Saint-Germain pour célébrer un Te Deum.
Sorte d'hymne chrétien chanté en grande pompe pour célébrer un événement ou une personne. Ce Te Deum aurait donc laissé la reine en petit comité, seulement épaulée par la sage-femme pour mettre au monde un deuxième enfant dans le plus grand secret. Mais s'il est né en deuxième, pourquoi le cacher? Louis XIV reste l'héritier puisqu'il est l'aîné. Sauf qu'à l'époque, il existe une controverse sur la naissance des jumeaux. On est persuadé que celui qui naît en second est celui qui a été conçu le premier. Et justement, c'est peut-être pour éviter de trancher la question que le roi aurait décidé de garder cette seconde naissance secrète. Évidemment, Louis XIV devient roi à la mort de son père. Mais bon, à ce moment-là, il a seulement 4 ans, donc il va falloir attendre qu'il grandisse un peu. Mais durant son règne, il aurait pu être avisé qu'il existerait peut-être un jumeau qui menacerait sa couronne. Et pour éviter ça, il aurait pu décider de le traquer, puis de l'emprisonner en lui faisant porter un masque de fer qui là vraiment prend tout son sens. Parce que, au final, pourquoi faire porter un masque à un prisonnier qu'on éloigne déjà de plusieurs centaines de kilomètres, qu'on entoure de secrets, à qui on interdit de parler et qui n'a pas le droit de voir du monde? Eh ben, tout simplement parce qu'il a la même tronche que le mec qui est assis sur le trône de France. Et cette histoire, qu'il s'agisse de mythe ou de réalité, qui a été couchée plusieurs fois sur le papier et même plusieurs fois mise en scène, sera parfaitement expliquée dans un film de Randall Wallace sorti en 1998, L'homme au masque de fer. Il ne s'agit donc ni de la première œuvre, ni même du premier film réalisé autour de ce prisonnier légendaire, mais j'avais envie de vous en parler pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il s'inspire de tout ce dont nous avons parlé jusqu'à maintenant, des preuves historiques du masque de fer aux œuvres d'Alexandre Dumas, mais aussi parce que je me souviens d'avoir été fasciné lorsque je suis allé le voir au cinéma et qu'il a contribué à mon amour pour le 7e art et pour les films de cap et d'épée, et bien plus tard pour le monde de l'heroic fantasy. Le film sort en 1998 et possède un casting de luxe avec Leonardo DiCaprio dans le rôle principal, qui s'est fait largement connaître du grand public l'année d'avant avec Titanic de James Cameron, dont nous avons parlé dans un épisode précédent, mais aussi de John Malkovich, Jeremy Irons, Gabriel Byrne et quelques compatriotes français dont Gérard Depardieu, Anne Parillaud et Judy Godrèche entre autres. On notera aussi l'apparition de Hugh Laurie que l'on adorera plus tard dans la série Dr House. Le réalisateur, Randall Wallace, signe là son tout premier film, mais s'est déjà fait connaître du grand public puisqu'il est le scénariste du film Braveheart, sorti en 1995 et dans lequel figurent notamment Mel Gibson ou Sophie Marceau. Et il signera plus tard les scénarios de Pearl Harbor, Nous étions soldats ou La Passion du Christ. Le film raconte l'histoire d'un royaume de France proche de la faillite, gouverné d'une main de fer par Louis XIV, impétueux et horrible avec sa cour et son peuple, affamé proche de la Révolution. Le roi tombe amoureux d'une femme de la cour qui se trouve être la fiancée de Raoul, le fils de l'ancien mousquetaire Athos. Afin de mettre cette dernière dans son lit, le roi envoie Raoul au front où il finit par être tué. Cette énième action odieuse du monarque verra la réunion des 3 mousquetaires, Athos, père du défunt, Porthos et Aramis. Ceux-ci ont un plan, faire libérer l'homme au masque de fer dont on dit qu'il est le frère jumeau du roi, Philippe Bourbon, afin qu'il remplace Louis sur le trône. Après l'avoir libéré, il décide de faire son apprentissage afin que Philippe puisse devenir le grand monarque attendu par le peuple. Mais ce plan ne convient pas à D'Artagnan, alors capitaine de la garde du roi, qui malgré sa cruauté lui reste fidèle. S'ensuit une lutte acharnée, fratricide même, puisqu'elle opposera les mousquetaires, jadis unis sous la devise « tous pour un pour tous », et dont je ne vous dévoile pas l'intrigue parce que j'espère vraiment que celles et ceux qui ne l'ont pas encore vu le feront dans un avenir proche. L'accueil de la critique ne sera pas tendre avec une note moyenne de 5,5 sur 10 basée sur 41 critiques. Il sera cependant un succès commercial en rapportant rien que la première semaine de sa sortie 17 millions de dollars, ce qui le classe deuxième au box-office américain, juste derrière le film Titanic. Au total, il fera 183 millions de dollars de recettes dans le monde entier. Mais maintenant que nous avons parlé des faits historiques et des films et séries consacrés à l'homme au masque de fer, la question demeure. Qui était cet homme et surtout, arriverons-nous un jour à percer le mystère de son identité? Si l'homme a bien existé, puisque les preuves de sa captivité sont formelles, quelle est la frontière entre ce qu'a été sa vie et les légendes qui l'ont entouré au fil des siècles? J'espère sincèrement que nous aurons la réponse un jour, et si c'est le cas, comptez sur moi pour vous tenir au courant. Et vous, quelles sont les théories qui vous paraissent le plus vraisemblables? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. D'ailleurs, profitez-en pour me dire quel thème vous souhaitez voir abordé lors de la prochaine vidéo qui sortira sur cette chaîne. La liste des thèmes est bien entendu disponible à la fin de cet épisode, comme à chaque fois. Et vous pouvez vous abonner aussi, histoire de pas rater les prochaines sorties. Oui, ou même aller regarder une autre vidéo, puisque les thèmes sont nombreux, il y aura forcément un épisode qui vous plaira. Bah super, merci les gars pour une fois que ça vient pas de moi.
C'est la fin de cette vidéo sur l'homme en masque de fer, j'espère qu'elle vous a plu, je vous remercie infiniment pour votre visionnage. Moi j'ai beaucoup aimé écrire et tourner cet épisode sur l'histoire, et quoi de mieux pour commencer notre série sur les personnages célèbres que de parler de ce prisonnier légendaire entouré de tellement de mystères dont la majorité reste à découvrir. En attendant, nous on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode, j'ai hâte de savoir quel thème vous allez choisir. D'ici là, passez le bonjour de ma part à tous vos proches et prenez soin de vous. Ciao! C'est bon, j'ai de moins en moins de texte dans les vidéos. Ah ouais, ça se débarrasser de moi. Ils veulent se débarrasser de moi. Au départ, il y avait qui au départ? Il y avait le bleu, hein, et il y avait moi. Et l'autre chose à lunettes là, il s'est incrusté. Il était pas là. On se débrouillait très bien sans lui.